Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence intermède qui aujourd'hui est dédiée à la Corse, terre de culture et de tradition. Et nous avons avec nous pour vous parler de cette belle destination, Madame Concetta Moscato Laguardia, qui est l'une de nos conférencières qui accompagne les voyages en Corse, qui est donc guide conférencière nationale spécialisée à la Corse, et qui est donc particulièrement experte de la destination et qui pourra vous en parler avec passion et expertise. Donc, bonjour Concetta, comment allez-vous? Bonjour Béatrice, bonjour à tous les personnes qui sont en train de se connecter. Écoutez, tout va bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous et vous donner cette occasion donc de vous parler de ces beaux voyages qui sont organisés par Intermed et donc sur cette destination que pour moi est vraiment privilégiée. Voilà. Vous êtes en Corse là en ce moment. Oui, je suis en Corse, je suis à Ajaccio, alors quelques petites. Alors encore aujourd'hui une très belle journée, très belle journée. C'est vrai que je n'ai pas eu. J'aurais pu peut-être mettre quelques photos du décor que nous avons en ce moment, mais il fait très bon. C'est vraiment très agréable. On a eu une petite perturbation avant dernière, mais même en hiver, hein, la Corse est vraiment une destination idéale. Vous nous faites envie. Alors, Elisabeth, il y a un PowerPoint, vous voyez à gauche. Vous voyez sans doute les petites vignettes, deux petites vignettes avec Concetta et moi-même. Et à gauche, vous voyez, donc le PowerPoint va défiler, il sera à gauche. Voilà. C'est une question d'Elisabeth. J'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins connecté. Donc, sans plus tarder, Concetta, je vous souhaite une bonne conférence et je vous donne la parole. Très bien, oui, merci. Oui, je sais, j'ai la chance d'avoir du beau temps. Bien, alors rebonjour à tous. Voilà, on attendait quelques instants pour voir s'il y avait d'autres personnes qui allaient se connecter, mais nous allons commencer déjà par une première diapositive. Vous avez devant vous cet emblème, hein, l'emblème qui est donc ce sont les armoiries de la Corse. Hein. C'est un emblème qui est très ancien, qui a une histoire assez particulière parce que elle n'a pas vraiment un lien, au moins pour l'instant, hein, les théories actuelles, n'a pas vraiment un lien direct avec la Corse. Figurez-vous que c'est un emblème qu'on va retrouver au XIVe siècle sur les armoiries du royaume d'Aragon. Vous direz, mais pourquoi ce royaume? Eh bien, je vous expliquerai. Eh bien, il faut savoir que les premières images de cette Corse avec ce fameux visage hein, que tout le monde aujourd'hui connaît, qui est très familier. Effectivement, c'est une histoire qui remonte donc au moment où le pape Boniface VIII, donc en 1297, va donc créer le royaume de Corse et de Sardaigne et donc va le remettre dans les mains de Jacques II d'Aragon. Voilà, c'est un petit peu le moment où va se structurer un petit peu l'histoire moderne de la Corse. Bien. Et puis, petit à petit, cet emblème, en effet, va évoluer jusqu'à arriver à ce XVIIIe siècle, qui est le grand siècle des révolutions corses. Je parle bien au pluriel, des révolutions corses avec différentes phases. Vous savez que c'est un territoire qui est resté pendant 500 ans, 5 siècles, donc, sous, on va dire, donc la domination de la Sérénissime République de Gênes, pour après passer en 1768, donc sous la bannière, on va dire, de la monarchie française. Donc, on a eu 500 ans de présence génoise. Mais avant les Génois, il y a eu une période aussi appelée la Pax Pisane, donc référence à la République de Pise. Et donc, c'est en XVIIIe siècle. Et puis, en temps moderne, 1970, autour des années 70 donc du XXe siècle, quand il devient vraiment l'emblème de cette Corse, hein, que vous savez, identitaire, avec plein de traditions, d'une grande culture. Moi, je dois dire que par moments méconnue et qui est donc, par cette occasion de ces voyages organisés par Intermed, ça permet vraiment de faire découvrir un territoire qui est tout proche, tout près du continent. Hein. Nous parlons de la France, du petit continent, et qui a permis vraiment de pouvoir dévoiler un patrimoine incroyable. Alors, on va continuer. Voilà, je vous présente, vous connaissez bien sûr cette image de la Corse, c'est juste pour le positionner dans le contexte géographique
Nous sommes donc la 4e île de la Méditerranée, bien entendu. Donc on est à 180 kilomètres. Elle a une longueur, pardonnez-moi, de 180 kilomètres, une largeur de 85 kilomètres. Elle est située à 80 kilomètres à peine donc des côtes de la Toscane. Regardez cette carte avec Capraia, hein, la petite île de Capraia qui est à peine donc à 30 kilomètres du Cap Corse. Donc, et puis donc Portoferraio avec toutes les îles de l'archipel, donc Toscane. Et quand vous êtes tout à l'extrémité sud, bien sûr, Bonifacio, la extraordinaire Bonifacio. Et là, nous sommes à peine 12-13 kilomètres de Santa Teresa di Gallura, qui est donc la Sardaigne du Nord. Hein. Une superficie de 8680 kilomètres carrés, dont 1000 kilomètres de côte. Voilà. Nombre d'habitants, nous sommes à 355 000 environ, hein, 1000 habitants. Donc en 2024, reste une île encore, on va dire, pas très peuplée, hein, par rapport, exemple, si on fait la comparaison avec la Sardaigne qui est beaucoup plus, qui a une densité beaucoup plus importante. Les villes principales, Ajaccio, Bastia, vraiment avec des centres structurés administratifs, et puis tant d'autres petites villes qui, depuis la fin du 19e siècle se sont vraiment organisées, mais on verra comment en effet la vie s'est d'abord structurée à l'intérieur pour tant de raisons, hein, qui sont sanitaires, politiques, aussi de défense. Hein. Certaines villes se créent vraiment tardivement quand le danger n'existe plus en Méditerranée. Voilà, donc Ajaccio-Bastia, elle est considérée comme une montagne sur la mer. Alors j'espère que cette carte vous permet déjà d'avoir une idée de sa structure physique. En effet, vous avez une espèce de diagonale qui coupe l'île en deux parties, hein, avec une partie nord-est qui est donc toute la partie du Cap Corse, Bastia, et une longue partie donc de ce qui est la partie orientale, et puis les deux tiers, enfin la partie occidentale de l'île, qui est ce qu'on appelle la partie cristalline, hein, la partie granitique de l'île, avec des paysages qui sont extraordinaires, avec une côte qui est quand même assez tourmentée par rapport à la partie orientale. Et puis deux extrémités, le Cap Corse et Bonifacio, Cap Corse très sauvage. Vraiment, on a encore des paysages qui peuvent quelque part rappeler ce qui a été toujours le récit de la Méditerranée. Moi, je m'appuie beaucoup sur ces récits de la Méditerranée pour vous savez, cette phrase qu'on dit, le temps long. Hein, on a des paysages où on sent qu'il y a une activité, qu'il y a un mode de vie qui est vraiment celui d'une Méditerranée d'une autre époque. Montagne sur la mer, parce que c'est la seule île en Méditerranée à avoir des sommets très hauts. Voilà, là je vous donne quelques quelques informations. L'altitude moyenne est de 568 mètres. Il y a 120 sommets qui dépassent les 2000 mètres. Imaginez-vous que le mont Cinto, que vous avez fait, alors je le dis en français, attention, s'il y a des Corses parmi nous, hein, je vais me faire taper sur les doigts. Monte Cinto, hein, on dit en Corse. Le mont Cinto qui culmine à 2710 mètres et il est à peine se trouve à peine à 22-23 kilomètres de Calvi, donc très proche. Quand on parlera un petit peu des deux parcours qui sont proposés par intermède de voyage. Et effectivement, ce sont Calvi, comme la ville de Calvi, où moi je trouve c'est vraiment le balcon qui est où on peut vraiment voir ces grands sommets de la Corse. Donc c'est une île, comme vous voyez dans le petit carré où se situe exactement. On est vraiment tout proche de cette botte d'Italie. Donc pendant longtemps, cette influence culturelle de la péninsule italique, eh bien, a été vraiment très forte en Corse. Mais on verra qu'il n'y a pas que l'Italie, effectivement, qui va influencer ce territoire français. Alors, des reliefs majestueux. Là, ici, je vous ai donc juste mis quelques petites images, en particulier celle de gauche, hein, qui est donc les gorges de la Restonica. Hein, la Restonica est une des rivières que nous avons en Corse. La Corse détient énormément de montagnes, beaucoup de rivières, de ruisseaux, de fiumes. D'ailleurs, c'est très
particulier parce qu'en langue corse, tout ce qui est ruisseau, fleuve, cours d'eau sont appelés fiume. El fiume, c'est-à-dire les fleuves. Et là, vous avez une vue donc sur donc on est tout près de Corte. Nous sommes tout près de Corte, la partie nord-est de la Corse, sur le versant nord-est du massif du Rotondo. Voilà, là vous avez au fond vraiment tout ce qui est le monde minéral corse. Cette rivière donc de la Restonica prend source donc à 1710 mètres dans le lac de Melo, et ceci donc descend sur 15 km pour après retrouver le Tavignal, qui est donc un des fleuves de la Corse. Et là, pour ce qui concerne la Restonica, mais aussi pour d'autres fleuves, en effet, vous avez toute une suite de gorges, de vasques où il est possible de se baigner. Et en effet, tout ceci, bien sûr, dans cet écrin forestier, des forêts immenses qui sont caractérisées par des végétaux très particuliers, comme le panarisio, le panarisio qu'on retrouve aussi en Calabre et en Sicile, qui est vraiment l'emblème des forêts de Corse. Voilà. Fleuves et rivières. Voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup d'eau. Donc là, je vous ai indiqué un petit peu 3 endroits un peu différents. C'est surtout celui de Ota. Là, nous sommes donc tout près de l'espace, on va dire, du golfe de Porto. Donc, c'est un pont de la période génoise. Nous, on précise bien, c'est la période génoise, c'est-à-dire ce sont des ponts qui ont été construits pendant cette longue phase génoise, mais par des Corses, aidés par tout ce qui était l'ingénierie génoise de l'époque, mais ce sont des ponts qui ont été construits pour permettre aux habitants, surtout les bergers, qui devaient traverser les cours d'eau pour emmener donc les troupeaux vers les territoires de transhumance, de pouvoir accéder plus facilement. Donc, ce sont vraiment des ouvrages construits pour faciliter d'une certaine façon cette voie de communication. Encore aujourd'hui, certains sont vraiment en bon état. Il y a certains états sont très bons. Celui d'autre, il est un peu difficile d'accès, mais il se trouve dans les gorges de la Spelunca, appelé comme ça. C'est ce territoire qui se trouve entre la côte, donc le golfe de Porto, donc la marina d'Ota, et puis bien sûr le versant montagneux vers Evisa, et puis le col donc des Vergio. Voilà. Là, je vous indique bien sûr le Golo, c'est le fleuve le plus long, et le Tavignal. Voilà. Là en haut à droite, vous avez une autre image. Là, on est dans le sud de la Corse. Les deux programmes prévoient le passage pour le lac de l'Ospedale. Nous sommes, c'est pas un lac artificiel, bien entendu. C'est une retenue d'eau qui a été réalisée donc en 1979. C'est une retenue d'eau de 3 millions de mètres cubes et qui avait été donc réalisée pour pouvoir permettre l'accès à l'eau potable pour la ville de Porto Vecchio, qui elle aussi a une longue histoire assez difficile pour l'installation donc des habitants. Et là, on est donc dans cette partie qui est sud-est de l'île. C'est la route qui part de Porto Vecchio et qui mène en effet sur le haut plateau de l'Alta Rocca et surtout vers les fameuses aiguilles de Babel qui sont donc prévues au programme. De la montagne, je vous fais passer, c'est vraiment l'esprit de ces voyages. C'est que dans une journée, nous passons de paysages montagneux très verdoyants. C'est une île sempreverde, on dit, c'est-à-dire c'est une île que toute l'année garde ces couleurs de vert parce que la plupart des essences de Corse sont ne perdent pas leurs feuilles, et donc on a toujours ces paysages montagneux qui sont vraiment extraordinaires, et on passe en effet facilement à la côte. Voilà, c'est pour ça que je vous fais passer directement sur des endroits emblématique de la Corse, paysage maritime. Là vous avez donc sur l'image de gauche, vous avez un aperçu de la commune de Nonza. Vous retenez bien ce nom, Nonza. Nous nous arrêterons si le programme le permet pour aller visiter donc l'église de Santa Giulia et surtout ces paysages. Voilà, là c'est le Cap Corse. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est le Cap Corse. Nonza qui voulait dire donc dans l'Antiquité annonciatrice. C'était un castramo romain qui était
un endroit stratégique, si vous voulez, pour pouvoir donc voir arriver les bateaux. Il y a toute une histoire autour d'une longue période de la Corse. En effet, ces îles méditerranéennes étaient attaquées parce qu'on appelle encore aujourd'hui, ils disent les Sarrasins, en effet, étaient attaqués par des bateaux qui avaient comme activité celle d'aller piller les richesses des côtes en Méditerranée. Et donc, en Corse, vous avez encore l'existence de tours, des tours génoises, appelées dans cette façon, qui ont été dont la construction commence vraiment au XVIe siècle, un moment très difficile pour la République de Gênes. Donc ces tours sont réalisées pour pouvoir, en effet, défendre la côte. Mais je dois faire un petit focus parce que cette tour de Nonza n'est pas une tour génoise, c'est une tour paoline. Alors si je vous dis Pascal Paoli, j'espère que quelqu'un parmi nous dira oui, on situe la période donc de l'existence de ce personnage qui était donc Pascal Paoli. On est au XVIIIe siècle, et donc c'est toute l'histoire de l'indépendance de la Corse. Voilà. Mais revenons à nos paysages. Bien, donc Nonza avec donc toute la côte occidentale du Cap Corse, voilà, avec cette magnifique plage. Et à droite, vous avez un aperçu de ce qui est donc la réserve naturelle de Scandola. Je vous rappelle que c'est un site protégé qui est inscrit donc sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une réserve naturelle parmi les premières qui ont été réalisées en France métropolitaine. Et Scandola est pour nous, comme pour vous tous, un patrimoine incroyable, donc extrêmement sauvage. C'est une réserve qui est en partie terrestre, en partie maritime, dont l'accès ne se fait que par la mer, donc c'est très régulé, il y a tout un système en effet pour l'accès, pour les visites, et vous pouvez imaginer aussi toutes les polémiques qui peuvent engendrer ces lieux où il y a énormément de tourisme l'été. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et puis en bas, vous avez Bonifacio. Voilà, Bonifacio. Là, nous sommes dans l'extrémité sud de la Corse. C'est le point le plus au sud de la France métropolitaine. Exactement, c'est la Punta Pertusato. Et là, encore un décor incroyable, complètement différent du nord, complètement différent de la partie occidentale, parce que là, nous sommes sur la partie calcaire de l'île, Bonifacio sur ses falaises. Je n'ai pas besoin de vous présenter cette île, très fragile en même temps, parce que on en parlera quand on sera sur les lieux, on pourra vraiment visualiser, comprendre en effet la fragilité de cette île qui a une longue histoire, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, là je vous ai un petit peu cité les différents parcs, le parc donc naturel du Capo Corse et de l'Agréate, la réserve de Scandola et donc le parc marin international, parce qu'à savoir que le passage des Bouches de Bonifacio, ce que nous appelons de façon familière les Bouches de Bonifacio, en effet, c'est un parc marin international qui est co-géré entre l'Italie et la France, donc entre la Sardaigne et la Corse. Voilà, avec toute la problématique de gestion que vous pouvez imaginer. Bien, je fais un petit focus, même si c'est un sujet qui demande vraiment une plus longue explication, mais pour vous faire vraiment comprendre la richesse des paysages de la Corse, qui sont dus en effet à l'origine de la Corse. Regardez, je vous ai mis ce petit titre, la Corse, l'Élysée de la géologie. C'était une expression qui avait été utilisée par Émile Guémard en 1820. C'est un ingénieur qui était donc en Corse et qui étudiait les minéraux. En effet, il faut savoir que la Corse, par cette séparation dont je vous ai parlé tout à l'heure, en effet, la partie ouest, c'est la partie granitique, c'est la partie volcanique de l'île. C'est pour cette raison, voilà, que vous avez ici cette image encore une fois. Là, c'est une image qui a été prise des calanques de Piana. Donc, nous sommes à 2 pas du golfe de Porto et en face, vous avez Capo Sennino, qui est donc le cœur de la réserve de Scandola. Ici, à gauche, regardez, Centuri. Je ne sais pas si c'est quelqu'un connaît. Nous sommes dans l'extrémité nord de l'île. Nous sommes dans le Cap Corse, bien entendu. Et là, vous avez un décor. Vous avez
origine qui est donc ce qu'on appelle tout simplement la partie alpine de la Corse, la partie schisteuse, avec des couleurs incroyables, avec la sfumatura qui va vraiment du gris au vert et typique vraiment du Cap Corse. Granitique, là cette partie donc on a vu pour les calanques de Piana, pour pardonnez-moi, pour la réserve de Scandola, mais ceci jusqu'au tout en bas, même pour Ajaccio, tout ça, c'est exactement ça. Et puis bien sûr encore une vue sur les falaises de Bonifacio. Là, c'est vrai que la photo ne permet pas vraiment de remarquer, de relever certains détails de cette falaise qui devient par moments assez difficile. Puis bien sûr, ça c'est juste un petit détail de ce qui est la promenade en mer, voilà, qui est possible de faire pendant le programme. Donc, une fois qu'on aura vu les calanques par la terre, on pourra prendre un bateau. Donc sur la petite marina de Porto qui va nous amener, nous rapprocher de ces endroits incroyables. Ce sont des réserves où vous avez des espèces végétales qui sont endémiques, avec aussi une faune qui est exceptionnelle, donc pour ce qui concerne donc la réserve de Scandola. Voilà, je passe de façon très facile à une autre grande richesse de la Corse. On a beaucoup parlé là on a parlé un petit peu de ce qui sont ce qui est le patrimoine naturel de la Corse. Et une des grandes thématiques énigmatiques de cette île, c'est l'origine de son peuplement. Imaginez à quelque part, nous ne sommes pas très loin de la Botte d'Italie, nous ne sommes pas très loin non plus des côtes de France, et pourtant c'est une île qui a encore tant de choses à dire. Voilà, pour les personnes qui sont passionnées par les origines humaines, vous savez que la Corse en effet est en train de dévoiler une nouvelle lecture de son histoire archéologique pour ce qui concerne vraiment les premiers habitants qui arrivent sur l'île. Donc là, pour l'instant, on est à la période du néolithique, mais aussi plus tardivement au côté oriental pour ce qui concerne le site d'Alia. Mais là, je m'arrête quelques instants sur ce site, qui est un grand site qui se trouve dans la partie sud ouest de l'île. Nous sommes dans le Sartenay, c'est-à-dire sur la commune de Sartène. Et là, les deux programmes prévoient donc une promenade, parce qu'on doit d'abord marcher pour accéder à ce site, qui est donc le site de Caouria. Voilà. Et là, sur ce site, trois endroits qui sont proches les uns des autres, qui est vraiment là, c'est un petit peu le sens même en effet de l'archéologie en Corse. Je vous ai dit, il y a une nouvelle lecture. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse, que pour la Corse, en effet, le premier personnage qui va vraiment relater le patrimoine archéologique de Corse, c'est Prosper Mérimée. Nous sommes en 1839 et Prosper Mérimée est chargé par les autorités françaises de venir faire l'inventaire du patrimoine corse, chose qui se faisait aussi dans les autres régions françaises. Et c'est Prosper Mérimée qui va vraiment reporter, vous imaginez les conditions de voyage à Dodane pendant 2 mois, vous imaginez les conditions très rudes pour lui. Et donc c'est à ce moment-là que Prosper Mérimée va relever certains sites. Il ne pourra pas tout relever, malheureusement, ça aura des conséquences. Et là, vous avez donc, on va partir vraiment comment dire, chronologiquement. Donc, vous avez le site de Renadio, alors en langue corse, le site de Renadio, donc on est à partir de moins 5700 ans, donc on est pendant le néolithique ancien. Ça, c'est toute une zone qui a été, il y a une vingtaine d'années, qui a vraiment été redécouverte et qui a permis donc d'établir donc le fait que c'était probablement un site où il y avait une activité économique, donc on peut penser à une population assez stable, mais ça reste encore beaucoup de choses à étudier. Et puis bien sûr, ce qui est plus probablement qui pose plein de questionnements, c'est la période mégalithique, ce que nous appelons les stantari, les menhirs armés. Donc, on sait qu'à l'origine, il y en avait une trentaine sur ce lieu. Il y a d'autres endroits, en Corse, où vous avez des menhirs, mais celui-ci, il est le plus emblématique. Il n'y a pas de datation, en effet, pour la partie mégalithique. Il y a eu des études sur des périodes précédentes. Cette particularité donc de ces, je sais pas
si cette image vous permet de visualiser. Hein. Vous avez vraiment un visage qui est sculpté avec une épée. Hein, épée, des fois, voilà, à l'arrière, un fourreau. Peut avoir aussi un casque. Hein. C'est Roger Grosjean, nous sommes dans les années 60 du XXe siècle. Roger Grosjean est un archéologue hein, qui sera en Corse et lui va commencer vraiment à donner une interprétation de ces statues. Mais je vous dis, je suis très prudente sur la partie archéologique parce que les études sont en cours et pour l'instant les archéologues sont très prudents. Voilà sur voilà une possible datation. Et puis bien sûr vous avez cet autre, le troisième, hein, qui est probablement le plus fort en sensation, c'est le domaine de Fontanaccia. Fontanaccia en langue corse veut dire mauvaise fontaine. Hein. Accia, la terminaison en accia a une consonance négative dans la langue corse. Voilà. Et là donc la forge du diable. Là ils ont pu le dater donc du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Hein. C'est un lieu qui se trouve sur une petite butte naturelle, très intéressant. Donc voilà, les 3 sites sont à visiter. Voilà, c'est un très bon moment, un moment très fort hein, du voyage en Corse. Voilà, toujours chronologiquement, je remonte. Voilà, là on est vraiment sur une autre période. On est sur le site d'Aleria, anciennement bien sûr au début appelé Alalia. Et là, on retrouve un petit peu le passé de la Corse. C'est un site, celui-ci aussi donc repéré par Prosper Mérimée, qui avait relevé en effet. Voilà, là vous avez d'abord une image de ce qui est la ville, hein, la ville gréco-romaine. Et Prosper Mérimée avait donc relevé ce qui est l'arc occidental de la ville avec des arases et voilà les différents. Mais c'est un site qui a été quelque part, qui a été en effet modifié avec le temps. Mais bon, au début, donc, on parle d'Alalia, cité donc que les Phocéens ont fondé en 565 avant Jésus-Christ. Hein, on est donc après donc la fondation de Massalia et vous savez qu'il y a eu cette fameuse bataille hein, donc d'Alalia qui avait opposé donc les Phocéens qui s'étaient quelque part installés sur ce site mais qui se donnaient à la piraterie et donc à un moment donné ils ont dû déranger les autres civilisations et en particulier les Étrusques. Alors les Étrusques, la civilisation étrusque est une civilisation qui va se développer à partir donc de la Toscane. Donc vous avez bien compris que nous sommes tout près de la Toscane quand on est sur la côte orientale. Moi qui connais bien la Maremma toscane, vraiment vous avez les mêmes paysages. Et donc on sait que ce qui va se passer, c'est que avec la bataille d'Alalia, les Phocéens se retrouvent face aux Carthaginois et les Étrusques. Donc ils vont partir. Certains vont partir à Massalia, d'autres ailleurs. Et alors, je suis toujours encore une fois très prudente hein, sur l'histoire de ce site parce que pendant très longtemps, ils ont retrouvé dans la nécropole de Casabianne des éléments qui appartiennent à la civilisation étrusque, mais jusqu'à quelques années, en effet, on n'insistait pas trop sur la partie étrusque et pourtant la proximité avec l'Italie, avec les côtes de Toscane aurait dû pousser les archéologues à vraiment rechercher plutôt dans ce sens. Et depuis quelque temps, en effet, là vous avez un lion hein, qui est vraiment qui se trouve actuellement dans la cour du Fort Matra. Voilà, ce petit fortin que vous voyez ici, c'est le lieu dans lequel se trouve le musée d'Aleria, qui a été dédié d'ailleurs à Jérôme Carcopino, hein, qui était un des grands personnages, hein, protagoniste de, on va dire, la structuration de l'activité d'archéologie en France. Voilà, donc à l'intérieur de ce fortin, vous avez une petite cour où se trouve donc ce lion, hein, qui fait vraiment partie de cette civilisation étrusque. Donc vous avez toute la partie, on peut monter même sur le toit de ce bâtiment pour donc visualiser et mieux comprendre en effet ce qui est le contexte géographique de Aleria, qui se trouve en effet sur une petite colline. Alors de là-haut, vous avez la vue sur la mer, hein, donc sur ce passage très étroit qui est entre l'Italie et la Corse. Et Fort Matra donc est devenu vraiment l'emblème de cette longue période donc d'occupation. Et alors je vous disais, là je vous montre la prochaine
diapositive. Voilà, ça, ce sont des, bien entendu, depuis les années 60 du XXe siècle, énormément de choses ont été retrouvées. Hein. D'ailleurs, il faut je me dois de rappeler les archéologues GEAS, hein, qui est Laurence et Jean GEAS, qui ont été vraiment les premiers à récolter, à archiver, à fait tout ce qui était les objets trouvés à l'AERIA. Et donc, grâce à eux, il y a eu vraiment la naissance de ce musée. Mais là, nous sommes face à ce qui a été retrouvé il y a à peine quelques années, hein, on est en 2018-2019, par les archéologues, donc les services donc, de l'État, et qui ont retrouvé sous la nécropole gréco-romaine, qui est connue depuis très longtemps, ils ont retrouvé une autre nécropole. Et là, pour l'instant, il s'agit d'une tombe en hypogée, donc vous savez, hypogée, hein, c'est-à-dire ce sont des tombes vraiment avec des entrées, des couloirs et des espaces funéraires et lits. Et là, en effet, ils ont retrouvé cette tombe hein, qui a été, dont si vous voulez, la représentation a été reprise et donc installée dans le musée même. Donc aujourd'hui, on a vraiment la possibilité, quand on rentre dans le musée d'Aleria, de rentrer. On va d'abord descendre, on va aller dans les sous-sols. Et là, il y a vraiment une représentation de ce qui a été retrouvé dans les tombes. C'est un couple, hein, donc et la particularité de ces tombes, c'est la richesse du mobilier funéraire qui a été retrouvé tout autour donc de ces personnages. Donc nous savons que cette ville d'Aleria donc va avoir cette longue période donc gréco-romaine, étrusque, mais la partie étrusque est effectivement in progress, comme on dit, c'est-à-dire c'est en cours. Hein. Les archéologues italiens, vous imaginez, sont très impatients de pouvoir arriver donc à obtenir certaines informations, parce que de l'autre côté de la rive, en Italie, c'est clair, c'est un monde qui est très connu. Je pense même qu'Internet doit organiser des voyages comme ça en Toscane étrusque, civilisation d'un grand raffinement, très en avant-garde par rapport aux autres civilisations, qui a disparu de façon assez mystérieuse. Et donc, il est possible, et ça, je fais très attention aussi, il est possible que Aleria puisse être en effet un site archéologue où il y a eu une occupation assez longue et assez constante. Donc voilà, tant de choses encore à faire. Si vous avez eu l'occasion, il y a à peine quelques années à Nîmes, au musée de la Romanité de Nîmes, il y a eu une très belle expo qui avait été réalisée sur donc ce monde de l'Étrurie. Hein, et il est vrai que là, voilà, on a vraiment commencé à citer et à relater un petit peu ce qui sont les travaux actuels sur sur le monde étrusque. Donc voilà, d'ici l'année prochaine, ou le début des prochains départs pour la Corse, il est possible que nous ayons d'autres, encore plus de matière hein, pour pouvoir parler de cette période qui était très très intéressante. Alors, nous continuons toujours, parce que je dois faire une panoramique, hein, je dois faire en sorte vraiment de vous emmener, de vous dire fermez les yeux et continuez ce voyage avec moi. Là, on remonte un petit peu la côte orientale, on est encore une fois voilà du côté de la mer Tyrrhénienne, et on remonte aussi dans le temps. On va aller en avant et on arrive à cette période qui est charnière pour la Corse, parce que on retrouve ici en Corse, c'est toute la période qui va partir du Xe siècle, hein, où il y a ce grand changement donc dans le monde de l'Église catholique, et où on va elle fait inciter la construction d'édifices religieux. Pour ce qui concerne la Corse est vraiment représentative de celle qui a été un petit peu les grands changements qui ont lieu en Méditerranée. Alors en France, on connaît ce terme de l'art romane. En Corse, la Corse, il faut vraiment la lier à deux autres espaces hein, pour ce style d'édifice qui est donc la Toscane et la Sardaigne. D'ailleurs, il y a quelque temps, il y a un itinéraire, pardonnez-moi, romanico qui a été créé pour des possibles circuits en effet sur le sujet vraiment des édifices religieux hein, que nous appelons donc dans ces édifices romans. Alors période pisane, hein, ce qu'on appelle la Pax pisane, hein, c'est cette période qui va du 11e au 12e, même
un peu plus du XIIIe siècle, et qui est donc précédente à la période génoise. C'est une période qui est une période florissante pour l'économie et donc pour la construction aussi de ces bâtiments. Bien entendu, les bâtiments de Corse ont vraiment une grande influence, ont subi une influence importante de ce qui se faisait en Italie, en particulier, pardonnez-moi, péninsule italique, et en particulier par rapport à la cathédrale de Pise. Voilà, donc là, vous avez devant vous celle qui est considérée la plus emblématique, c'est la cathédrale donc di Acanonica sur le site de Mariane. Nous sommes vraiment là au sud de Bastia. D'ailleurs, c'est une étape importante des différents voyages proposés par Intermed. Et alors, Mariane est vraiment un exemple de la superposition, en effet, des périodes historiques, parce que nous trouvons d'abord toute la période romaine, mais qui est encore en cours parce que la cathédrale de Mariane se trouve sur un terrain, sur un territoire, sur une plaine qui n'a pas été touchée par l'urbanisme, sauf par un musée dont je vais vous parler là tout de suite. Et en effet, il y a eu des fouilles archéologiques préventives qui ont permis de comprendre que cette zone est très riche au niveau archéologique. Mais bon, il faut attendre. Et donc, nous avons la période romaine, puisque la période surtout donc du début de notre ère, quand la Corse devient un des sites importants, en effet, pour pour les colonies romaines. Donc, vous avez autour de cette église cet espace archéologique. Voilà, donc on pourra vraiment relever les aspects les plus importants. Une première construction d'une église beaucoup plus ancienne que celle de la Canonica, qui serait entre la fin du IVe et début du Ve, qui correspond pour la Corse vraiment à la christianisation de la Corse. Vous savez que ça, c'est une thématique qui est très importante pour comprendre aussi encore aujourd'hui ce peuple corse, cet attachement particulier qu'ils ont avec l'autorité pontificale. Et donc, structuration donc entre le IVe et Ve siècle, et puis plus tard, cette période Pax Pisana, où on va construire donc ces cathédrales, ces églises en style roman. Et sur cette zone donc de Mariane, depuis quelque temps, un musée vient d'être donc ouvert à quelques mètres à peine donc de la cathédrale. C'est le musée donc de site archéologique de Mariane qui est dédié, figurez-vous, au prince Régnier II de Monaco. Pourquoi? Eh bien parce que entre Monaco et la commune de Luciane, où se trouve donc Mariane, il y a une histoire, une belle histoire d'une sainte, la sainte dévote, qui est donc la sainte protectrice de la principauté de Monaco et de Luciane. Et ces deux villes, on peut dire, les deux villes sont jumelées. Et donc, depuis toujours, la principauté de Monaco intervient vraiment pour la mise en valeur de cette commune. Donc, l'idée, l'ouverture de ce musée, qui s'est fait il y a à peine quelques années, était vraiment de pouvoir recueillir dans un endroit proche de Mariane tout objet qui était donc retrouvé autour de la cathédrale. Alors, cette cathédrale, un petit peu, on va rentrer un petit peu voilà dans les petits détails, mais vous avez donc cette archivolte qui est au-dessus donc la porte d'entrée avec des personnages. Là on est plutôt sur des éléments zoomorphes, mais avec à l'intérieur toujours caractéristique de cette charpente en bois apparente. C'est la plus grande des églises cathédrales dans la période romane. Là vous avez encore quelques petits détails. Alors surtout je m'arrête un instant sur les matériaux utilisés. Là, nous sommes, je vous ai dit, on est au sud de Bastia, dans la plaine du Golo, qui est le fleuve donc le fleuve le plus long de Corse. Et là, en effet, les matériaux sont donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cipolin de Cisque. En effet, ce sont des matériaux qui ont été donc pris dans des carrières du Cap Corse, côté orientale de l'île, et encore aujourd'hui d'ailleurs ce sont des carrières qui sont et qui a caractérisé la construction donc de cette cathédrale.
Alors, je vois Catherine Grosch qui dit où on peut se procurer l'itinéraire Romanico. Alors, vous pouvez tout simplement le chercher sur Internet. C'était un programme européen entre les régions transfrontalières. Et moi, j'ai pu retrouver, en effet, j'ai l'ouvrage. Hein, mais vous avez un ouvrage vraiment sur cet itinéraire qui est entre la Toscane, la Corse et la Sardaigne. Hein, vraiment, qui est très, très intéressant. Il est vraiment bien fait. On continue. Alors, attendez, pardonnez-moi. Alors là, je m'arrête sur une autre église, donc c'est l'église de Saint Jean-Baptiste de Carbini. Là, nous sommes dans le sud de la Corse. Regardez la différence, déjà on a vu avec celle de Marianne. Les matériaux, là, nous sommes vraiment dans le cœur de l'Altarocque. L'Altarocque est un haut plateau qui se trouve donc dans la partie sud de l'île. Et là, vous avez les éléments principaux, c'est le granit. Donc l'architecture, qu'elle soit civile ou religieuse, elle est vraiment caractérisée par la présence du granit. Cette église, elle aussi, donc dédiée à Saint Jean-Baptiste, on est sur le comune de Carbini, dans l'Altarocque, c'est une église bien sûr du XIIe siècle. Et alors, caractéristique de cette église, vous avez ce campanile clocher qui est qui a été réalisé donc détaché du corpus de l'église, et c'est une église aujourd'hui qui se trouve dans le village même de Carbini. C'est un édifice donc qui est comme vous à l'époque donc orienté, hein, avec cette abside en cul-de-four qui donne vers l'est, et juste à côté vous avez en effet alors, je vais revenir là-dessus. Elle fait juste là à gauche, il existait un autre édifice, hein, un édifice donc qui était celui de Saint Chilico, qui remonte donc au IXe siècle, qui a été détruit, endommagé par la destruction de ce clocher donc au XVIIe siècle, hein, quand le clocher en effet s'est détruit, et il a détruit donc cette église. Donc il y a juste voilà la base, hein, en effet de cet endroit donc qui permet donc de comprendre qu'à côté il y avait cette église, et cette église donc de Carbini, où on peut relever effectivement ces modillons aveugles, hein, qui sont des arcatures avec des modillons, avec là encore des décors qui sont assez sobres. Attention, quand on arrive sur la partie sud de l'île, il y a une architecture que moi je trouve assez sévère. Hein. On est vraiment dans un secteur de la Corse où effectivement longtemps, hein, il y a eu plutôt un besoin, une nécessité de se protéger. Donc même l'architecture civile, hein, des villages, on traversera des villages où vous aurez vraiment l'occasion de ressentir ce qui était donc la société, hein, d'une autre époque, mais très identitaire, très riche. Hein. On est sur un plateau avec une grande histoire à différents moments des siècles. Hein. Et Carbini est un bel ouvrage, un très bel ouvrage effectivement qui refait cette histoire. Voilà. Bon, après de Carbini, alors de cet endroit, peut-être de vous expliquer comment elle est fait sur ces territoires qui étaient assez isolés. Hein. Faut vraiment imaginer, là on est à l'intérieur, hein, dans les montagnes, assez isolés. On peut aussi se développer des communautés particulières. Et là je voudrais vous parlez de la communauté des Giovanali, on est au début donc du XIVe siècle. C'est une communauté religieuse qui prônait un petit peu une vie simple, une vie dans la durée de ces lieux qui étaient déjà voilà très isolés. Et ce sont des communautés qui vont disparaître, hein, quelque temps après. Et dans cette communauté très religieuse, très attachée donc au monde catholique, eh bien, dans le passé, effectivement, il y a eu aussi d'autres communautés qui se sont installées. Alors là, je vous fais, alors là, on remonte vers le nord de la Corse, et là, vous avez celle qui est considérée
par tous, hein, je pense par tous, la plus belle des églises romanes de Corse. Regardez cette bichromie qu'on a devant nous. En effet, c'est une église, l'église de Murato, qui est dédiée donc à Saint Michel et Saint Michel. Donc là, on est dans le Nebbio. Le Nebbio est un territoire de vie qui se trouve entre la plaine donc Bastiaise et Saint-Florent, donc le début du Cap Corse. Hein. On est déjà quand on arrive sur le lieu, c'est très bucolique, c'est très joli. Et cette église a été réalisée en 2 temps. On sait que c'est à partir donc du XIIe siècle, hein. Puis plus tard donc ce clocher-porche qui se trouve sur la façade occidentale a été réalisé et il pose sur 2 colonnes cylindriques, hein. Et puis donc modifié plus tard. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque, hein, quand on est sur place. Donc, petite modification qui est intervenue sur le clocher. Cette église de Saint-Michel est une église donc avec une nef unique, hein, avec une charpente en bois apparente, toujours avec une abside donc comme pour les autres en cul-de-four. Et particularité de cette église, toute la partie iconographique qu'on peut suivre tout autour de l'église, hein. En particulier, donc vous avez ici, vous avez une certaine exubérance décorative. Là, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez bien visualiser, vous avez des pans. Vous savez qu'il y avait une importance dans ce qui était dans l'iconographie religieuse. Alors, par moment, certains ont interprété vous voyez, on a l'impression que les 2 pans mordent l'oreille de ce personnage qui se trouve en position orante et en effet, j'ai suivi un petit peu les travaux de Claudia San, qui est une jeune chercheuse de l'université de Cagliari, qui a vraiment énormément travaillé sur cette église. Et en effet, ce sont plutôt les 2 pans qui parlent à l'oreille de ce personnage, hein. Vous savez que l'oreille était particulièrement avec ce symbole de la transmission de la parole. Là, on est sur tout un ensemble de symboles là. Alors regardez sur la droite, le pan qui est à notre droite là présente encore des petites entailles, on dirait des petites entailles. En effet, dans le passé, et encore une fois, c'est Prosper Mérimée qui va le reporter, en effet, était incrusté de pierres de différentes couleurs. Avec le temps, elles sont disparues. Vous avez encore d'autres personnages. Et surtout, très particulier, ces 2 personnages qui sont donc, qui se trouvent de chaque côté, donc de l'entrée. Alors, vous avez à gauche, vous avez là un personnage avec on voit qu'il a une robe longue, hein. Alors certains parlent, certaines interprétations que c'est l'image de la femme, hein, comme matrice de tout. Et à droite, un homme qui porte un parchemin sur ses genoux comme symbole de la justice. D'autres en effet probablement plus logique, c'est la justice et l'Église, hein. Donc les deux pouvoirs qui longtemps ont vraiment structuré la vie sociale de la population en Corse. Il faut savoir que la Corse se trouve pas très loin de l'île de la Gorgone, hein. L'île de la Gorgone qui fait partie de l'archipel de Toscane et qui, dans l'organisation donc à partir du XIe siècle de l'Église catholique, eh bien va être vraiment un centre important de gestion de tous les territoires autour. Et donc la Corse pendant longtemps s'est retrouvée vraiment sous cette gestion, hein, qui était donc transmise directement par les autorités pontificales, donc à l'île de Gorgone. On est en 1137, hein, et ce sont qui. Alors, un autre aspect très intéressant de la construction de ces églises romanes, c'est savoir qui a réalisé, qui sont les maestranze, hein, c'est-à-dire qui sont les maîtres d'œuvre de cette. Eh bien, la plupart, ce sont des ouvriers, hein, qui arrivent, des artisans qui arrivent donc de Toscane, de la Ligurie, donc région de Gênes, et d'autres peut-être corses, mais formés dans son territoire italien. Donc,
effectivement, il y a cette bichromie, là, la couleur est donnée, donc la partie verte par la serpentine, qui est donc qu'on retrouve dans le bevigne, quoi, qui est le flore, et la partie blanche et la partie calcaire. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques kilomètres de Patrimoniaux, hein, encore un autre site hein, qui se trouve qui est vraiment au pied du Cap Corse, côté donc occidental. Et là, vous avez en fait une espèce de bulle calcaire, un espace incroyable où d'ailleurs se trouve une des zones AOC des vins corses, hein, avec ce qu'on appelle les strette, et donc zone calcaire hein, qu'on pourra admirer déjà en haut quand on partira de Murato pour aller vers le Cap Corse, parce que de là-haut on aura vraiment des paysages, il y aura énormément de paysages, il y aura énormément d'espaces tellement différents les uns des autres, et patrimoine en particulier, c'est vraiment un petit joyau de la Corse. Alors, toute cette iconographie, pourquoi tous ces images qui pouvaient être donc humaines, animales, des images aussi de végétaux, parce qu'il y avait ce qu'on appelait en effet il fallait embellir et il fallait éduquer la population. Hein. La Bible Paurerum, des faits, c'est un langage, c'est vraiment une forme de lecture pour la population. Et on verra comment, avec le temps, en effet, cette façon de éduquer la population s'est transformée au gré, en effet, de la transformation de l'Église catholique. Voilà, je juste fait quelques petits focus sur les quelques éléments donc décoratifs qu'on retrouve toujours sur l'église de Murato. Hein, là, vous avez ces animaux. Encore une fois, une gueule assez étrange, voilà, qui sont vraiment là. Vous avez celui-ci en particulier à droite. Là, regardez ce personnage qui remonte ses jambes et qui tient. Voilà, il y a des petites anecdotes sur certains de ces personnages parce que on raconte qu'en effet ces artisans qui étaient donc engagés hein, pour la construction de ces églises qui étaient à la gloire de l'Église catholique, et bien quelquefois laissaient des petits signaux, laissaient des introduisait des petits éléments un petit peu critiques hein, vers les commanditaires donc de l'édifice. Voilà, c'est un édifice que nous ne verrons pas, mais je tiens à vous le montrer parce qu'il se trouve en Balagne. Nous sommes en Balagne, nous sommes sur la commune de Lumio. Regardez cette église de Saint-Pierre avec ses lions. On dirait presque des gargouilles, c'est assez bizarre. Voilà, bon, pardonnez-moi, j'ai pris une photo de nos cours pendant la formation de guide conférencier à l'université de Corse. Et donc, c'est une église qui se trouve vraiment à 2 pas de la route principale et qui est vraiment très particulière avec énormément de symboles. En particulier, voilà, ces 2 lions, on va dire, sont des lions qui étaient là pour protéger donc l'entrée de l'église. Et là, on passe sur on continue toujours chronologiquement. J'ai tenté vraiment de vous faire une panoramique, de comprendre un petit peu les grands changements qui se sont donc produits pour l'île et surtout pour la population. Et là, je vous emmène à Bonifacio, d'abord pour vous faire une panoramique de cette ville. Hein. Sachez que voilà, que ça soit les 2 formules en croisière, en circuit, on va dire classique, hein, nous aurons l'occasion d'admirer cette ville. Avec une visite bien sûr guidée de la ville elle-même, mais aussi par une excursion en mer. Alors là, vous avez cette vue, et en particulier, je ne sais pas si vous visualisez cette diagonale qui est là. Ça, c'est le fameux escalier du roi d'Aragon. Hein. En effet, c'est un escalier qui avait été réalisé par des moines bien avant la période aragonaise et qui se situe autour de 1420. C'est bien précédente parce que au fond, en effet, aujourd'hui, il y a même un passage à une passerelle qui a été créée parce qu'énormément de personnes nous demandent d'aller visiter. Vous avez une source d'eau donc qui était très utile pour une ville qui, pendant des siècles et des siècles, avait un problème, un seul objectif, ne pas se laisser prendre par les ennemis. Et donc, c'est une ville qui a structuré, qui a organisé toute son architecture et surtout a, quelque part, éduqué ses habitants à une vie, en effet, vraiment de mesures très, très radicales pour se protéger. Ça, c'est
Voilà, on a la vue à partir de la marina de Bonifacio. Hein, nous arriverons vraiment ici. Quand on arrive, on sera vraiment à l'extrémité sud. Et là, on aura la vue sur le bastion de l'étendard. Hein, c'est un très bel ouvrage défensif. À savoir que Bonifacio a connu une période glorieuse pendant la période des croisades, puisque Bonifacio était une des étapes pour les croisés en direction de la Terre Sainte. Et donc cette architecture commence vraiment tout au début, probablement aussi influencé pour ce qui se faisait donc en Terre Sainte, puis bien entendu a été renforcé par les différents pouvoirs qui ont été en place donc en Corse jusqu'à bien sûr la période plus moderne qui est la période pendant laquelle une partie de la ville de Bonifacio était une zone militaire où se trouvait la Légion étrangère. Ça, c'est une autre histoire. Et alors de Bonifacio, voilà une image de ce qui a été le seul accès à la ville d'Ajaccio jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la porte de Gênes. Voilà, la porte de Gênes, cet accès piéton. Imaginez-vous que ces routes étaient réalisées surtout pour le transport qui se faisait à dos d'âne, puisqu'en effet, il n'y avait pas de véhicules. Je ne sais pas à quand remonte la possibilité pour une voiture d'accéder à la ville d'Ajaccio. Effectivement, ce sont vraiment des accès qui étaient réalisés pour permettre justement aux animaux de transporter tout ce qu'il fallait pour cette ville qui était vraiment, c'est une enclave, c'est une enclave génoise, c'est-à-dire que la ville de Bonifacio, après une toute première période pisane, devient vraiment une enclave génoise. Donc, comme Calvi, les deux villes ont vraiment à peu près la même histoire. Ce sont des enclaves, c'est-à-dire que Bonifacio va battre monnaie, on avait les propres lois, et donc c'est vraiment très différent. Là, vous avez une vue sur le goulet de Bonifacio, à partir donc du haut de la ville avec ses nouvelles courtines. C'est une ville vraiment. D'ailleurs, nous prenons le temps parce qu'on y reste une journée entière, et c'est vraiment ce qu'il faut pour vraiment s'imprégner de ce qui est l'histoire et la beauté des lieux. Là, vous avez une vue sur ce qu'on appelle le Piale, c'est-à-dire le haut plateau qui entoure donc la partie terrestre de Bonifacio, et qui est là aussi le monde de pastoralisme, bien sûr, un monde donc dédié aux bergers, avant que ça devienne bien sûr une grande réserve. Et là, je vous remets quelques photos effectivement des falaises encore de Bonifacio pour vous montrer vraiment ce côté majestueux de ces falaises en calcaire, je vous le rappelle. Et puis là, regardez, ça c'est une photo, on va dire entre guillemets privée, parce que c'était la seule que j'avais pour vous faire vraiment comprendre. Ça, nous sommes là sur l'île des Lavezzi, à Chiarino. À Chiarino est une des l'île la plus grande des îles de la réserve de l'archipel, pardonnez-moi, des Lavezzi, et ça c'est ce qu'on appelle un chaos granitique. Et là, on nous avait emmené pour nous montrer en effet ce qui étaient les installations qui ont été utilisées par les bergers depuis toujours, depuis la nuit des temps, on pourrait dire, ce sont vraiment des lieux. Et c'était vraiment, alors regardez là, voilà, pour vous montrer un petit peu la hauteur c'est très caractéristique donc de ces îles Lavezzi. Voilà, encore quelques images des îles Lavezzi. Là, vous avez le cimetière, ce qu'on appelle le cimetière d'Assemigliante, avec la stèle qui est ici à droite. Vous savez que c'est un lieu qui a été touché par un drame. On est en 1855. Il y a une frégate française qui part du port de Toulon en direction de la Crimée. Et en effet, il y a un naufrage. Ce bateau, en effet, lors d'une grosse tempête, le capitaine décide de passer dans le détroit, dans le passage de Bonifacio, en pensant se mettre à l'abri donc au côté tyrrhénien. Puis en effet, voilà, il y aura un naufrage sur cette île. Et depuis, donc, un cimetière a été construit et les Bonifaciens s'y rendent pendant la période de la Toussaint pour aller donc fleurir les tombes de ces navigants. Alors, on revient un petit peu au patrimoine religieux de la Corse, avec cette église Saint-Dominique. On est à Bonifacio, dans le quartier, ce qui était à l'origine le quartier religieux et qui devient après quartier militaire jusqu'au moment où la Légion étrangère part et que l'armée, en effet, remet
symboliquement les clés de ce quartier à la ville de Bonifacio. Donc une partie de ce quartier est encore vraiment voilà, dans l'état d'origine, mais énormément de choses sont en train de changer et surtout cette volonté de la part de la mairie. On est quand même dans une ville d'art et d'histoire, hein, la mairie de rénover, de restaurer ce grand patrimoine religieux, en particulier, oui, de la ville de Bonifacio. Donc l'église de Saint-Dominique, voilà, avec son clocher octogonal, très rare, le seul en Corse, voilà, qui rappelle beaucoup d'autres territoires. L'intérieur de l'île, pardonnez-moi, l'intérieur de l'église de Saint-Dominique, qui a été dénudé d'une partie de son patrimoine pour des raisons pratiques et donc de restauration. Et voilà, quelques particuliers. Voilà, là je vous montre quelques détails de ce patrimoine bonifacien. Là, vous avez à gauche cette donation du rosaire qui avait été offerte par les notables de la ville pour un remerciement en effet suite à la bataille de Lépante. Hein, on est en 1571. Vous savez que c'est considéré comme une des dernières grandes batailles navales en Méditerranée, avec deux pôles ils opposent qui était donc le monde, on va dire, catholique et le monde ottoman. Et en effet, suite à cette grande bataille où énormément de notables de Corse vont participer, il y aura vraiment un renouveau, et surtout un renouveau de cette image, hein, de cette dogme de la Vierge Marie. Et on retrouve en Corse donc la naissance, si vous voulez, quelque temps après, surtout à partir du Seicento, du XVIIe siècle, une école corse, une école du baroque, hein, avec en effet cette particularité de ces mosaïques, et surtout le fait de introduire sur une thématique religieuse, on va dire classique, hein, comme celui de la remise du rosaire, donc à Saint-Dominique, à Sainte-Catherine par la Vierge Marie, eh bien, des éléments civils. Là, vous avez des notables qui sont présents avec au centre, on ne voit pas très bien, en effet, c'est la ville de Bonifacio avec des bateaux qui indiquent, en effet, qui rappellent, en effet, ce moment fort de la bataille de Lepanto. Et puis, un autre aspect, toujours de ce qui va arriver naturellement, mais de façon décisive en Corse, c'est la période baroque. Voilà, vous savez que c'est une phase de l'histoire de l'Église catholique qui suit en effet ce qui est le Concile de Trente. Hein. On est dans la deuxième partie du XVIe siècle, et donc ce grand chamboulement pour l'Église catholique, et donc des nouvelles directives dans la façon de prêcher, mais surtout dans l'architecture donc des édifices, et surtout ce besoin, cette compréhension d'une meilleure communication avec une population. Je vous rappelle que analphabète, hein, et donc à travers l'image, à travers surtout une statuaire très particulière qui est celle donc qu'on retrouve en Corse, mais qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'espace méditerranéen, qu'il soit italien ou hispanique, hein, parce que vous allez voir, on aura plein de choses qui vont nous rappeler probablement d'autres espaces que vous avez connus, et on verra comment tout ceci en effet va se retrouver vraiment intrecciato, hein, comme on dit. C'est vraiment cette porosité culturelle qu'on retrouve en Méditerranée et qui fait qu'il y a vraiment une lecture logique en effet de l'histoire du peuplement, de l'histoire des civilisations en Méditerranée. Là, vous avez une chasse de procession, hein, les trois pleureuses, hein, qui se trouvent donc dans l'église. Et ce sont en effet, pardonnez-moi, je reviens sur là. En effet, vous avez plusieurs chasses de procession qui servent en effet, qui représentent en effet des moments importants de l'histoire de ce qui sont les personnages importants donc de l'Église catholique. Et donc là, vous avez la deuxième église plus importante de Bonifacio. Hein, on est sur l'église de Santa Maria. On est dans le cœur de la ville de Bonifacio, caractérisée. Donc, vous voyez, quand on la voit de l'extérieur, en effet, on pense facilement. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est une église du XIIIe siècle. C'est une église romane avec sa rosace, avec ses arcades aveugles. Hein, et le préau, donc la loggia, hein, ce qu'on appelle une loge, parce qu'en effet le lieu était bien sûr un lieu de gestion administrative
religieuse et politique, parce que tout autour, vous avez le palais du Podestat, vous avez toutes les édifices en effet qui servaient vraiment de organisation pour la ville. Et quand vous regardez l'intérieur, vous vous retrouvez face à un décor comme celui-ci, c'est-à-dire que l'église petit à petit a comment dire, remplacer son style roman par un style baroque. Et là, on voit vraiment toute l'évolution de ce style, qui deviendra donc le style baroque, avec encore une fois plein de détails sur, en particulier cette statue. Mais bon, je vous en parle pas parce que l'image, elle ne permet pas de la commenter, mais effectivement, on retrouve à l'intérieur d'un joli décor qui est assez tardif, mais qui est dans l'esprit baroque. Et surtout, bien sûr, il y a des éléments à l'intérieur de cette église qui nous rappellent vraiment toute l'histoire de la Corse, en particulier avec voilà du mobilier religieux qui a été sauvegardé tout de suite après la Révolution française, et où en effet certains couvents ont été fermés, et la population corse s'est mobilisée pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine et donc le dispatcher un petit peu dans toutes les églises de Corse. Alors, deuxième partie, oui, on a dû pardonner, mais on a coupé parce que le dossier était un peu trop loin. Encore un petit détail sur Bonifacio. Imaginez-vous que nous allons déambuler dans cette ville incroyable avec ce clocher, le clocher de Santa Maria. Voilà, j'ai mis un petit peu des différents points de vue pour vous montrer un petit peu le style qui avec ce petit dôme un petit peu orientalisant, avec ces ouvertures aussi qui rappellent d'autres espaces, vraiment pour comprendre le fait que Bonifacio a eu vraiment des moments de grande influence, très grande influence dans l'espace méditerranéen plus lointain. Et puis, quand on est sur Bonifacio, effectivement, on ne peut ne pas parler des confréries. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Bonifacio, c'est celle qui a le plus de confréries et en plus des activités très, très dynamiques de la part de ces confréries. Vous savez que ce sont ces associations laïques, mais qui ont toujours eu un rôle social dans la société corse. Encore aujourd'hui, je vous l'assure, c'est comme ça. Là où nous sommes devant l'entrée de l'oratoire de Saint Jean-Baptiste, donc à l'intérieur, c'est assez sobre, ne vous attendez pas à voir des grands ensembles artistiques très connus, mais toujours avec des petites particularités vraiment authentiques, et surtout cette chasse de procession où on voit en fait ce bourreau, vous savez, c'est la représentation de la décollation de Saint Jean-Baptiste, donc on a le bourreau qui est prêt à couper la tête à Saint Jean-Baptiste. Et alors, quand on regarde les habits de ces personnages, les deux femmes qui sont à l'arrière, surtout en particulier le bourreau, il porte en effet un pagne orientalisant, qui rappelle beaucoup le monde oriental. Et donc là encore, il y avait ce besoin de transmettre aux personnes qui regardaient, à la population, des signes qui étaient importants sur la dangerosité de certaines communautés qui pouvaient s'approcher de l'île. Alors là, nous sommes dans une autre confrérie, je trouve très intéressante, c'est celle de Santa Croce. Voilà, c'est la Santa Croce, où vous avez là aussi une autre chasse de procession. Et dans cet oratoire, donc dans un petit écrin, se trouve en effet un petit morceau de la croix du Christ. Et c'est un lieu vraiment très touchant, parce qu'en plus, quand vous êtes dans l'oratoire, il y a vraiment un petit espace là qu'on ne voit pas. Et je vous promets de vous emmener pour le voir. Vous avez un espace ouvert sur l'oratoire, donc sur un petit espace public, de tout ce qui est les outils d'une confrérie, donc avec les habits, les confrères, avec les lanternons, et tout l'ensemble qui sont très utilisés régulièrement. Il faut vraiment savoir qu'en Corse, je vous ai mis quelques images de la participation non seulement des confrères, mais aussi de la population tout entière qui est très attachée aux traditions religieuses. Voilà. Là, il y a la confrérie de Sainte-Thérèse, parce qu'il est la seule confrérie qui se trouve sur la marina de Bonifacio, et c'est déjà l'église en elle-même, l'oratoire est très 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 joli, rappelle beaucoup la communauté, en effet, la partie de la société de Bonifacio qui était donc des pêcheurs, des marins pêcheurs. C'est vrai que Sainte-Thérèse est protecteur des marins et des pêcheurs, donc on retrouve aussi à Ajaccio, dans les villes portuaires, on va dire comme ça, les villes qui donnent sur la mer, cette confrérie. Et là, regardez, vous avez des enfants très jeunes qui sont présents et ils sont vraiment
ils sont portés par les adultes, en effet, pour qu'ils gardent, qu'ils soient sensibilisés à ces traditions, que vous savez, très importantes pour le peuple corse. Bastia. Alors quand on est sur la croisière autour de la Corse, Bastia est une des dernières étapes. On y arrive après Porto Vecchio et on y reste une journée entière. Donc on a la possibilité là vraiment de sortir, de faire une excursion intéressante. Et Bastia reste. Alors Ajaccio est la capitale aujourd'hui, mais pour tous dans le passé, la vraie capitale était Bastia. Bastia, capitale politique, capitale religieuse, administrative, commerciale, puisque tout passait par Bastia. Là, vous avez une vue, en effet, sur celle qu'on appelle Terranova, c'est-à-dire le quartier qui a été construit par les Génois quand ils s'installent de façon définitive. Et donc, on voit pardonnez-moi, le clocher de Santa Maria. Nous aurons l'occasion donc d'aller visiter. Voilà, là, on a le port de Cardo, quand nous sommes sur les hauteurs donc du quartier Terranova, on a cette vue en effet sur le vieux port de Cardo, petit port de pêcheurs, et on aperçoit l'église de Saint Jean-Baptiste qui était une réponse, figurez-vous, une réponse de la population, on va dire corse, sur place, par rapport à la construction de Santa Maria. Santa Maria, c'est dans la partie haute de la ville, on est dans le quartier génois, et très belle église que nous avons visité bien entendu. Et donc les deux quartiers, Terranova et Terravecchia, pendant longtemps se sont presque été un petit peu en compétition de façon à avoir les plus beaux édifices religieux. Et c'est de là que vont naître plusieurs bâtiments. Alors, bien sûr, Santa Maria reste par excellence vraiment le symbole du monde génois, sur différentes périodes. Attention, vous avez vraiment des périodes artistiques différentes dans ces églises, mais reste vraiment le symbole de ce monde, en effet, c'est du gouvernement génois, et puis après, bien sûr, le gouvernement français qui va apporter aussi des nouvelles constructions. Là, vous avez la maison Zerbi, qui est la plus ancienne des maisons qui se trouvent dans la citadelle donc de Bastia. Voilà, et on aura l'occasion là aussi de déambuler, voir ces vues magnifiques sur la mer Tyrrhénienne. Voilà, je fais un petit focus là encore sur les confréries parce que c'est très important de comprendre un petit peu aussi la différence entre les bâtiments, les édifices religieux que je viens de vous montrer sur Bonifacio, qui sont quand même assez sobres, simples dans leur côté artistique. Et on arrive à Bastia et là on a une espèce d'émerveillement face à ces décors. Qui sont typiques en effet du monde de Ligure, du monde de Gênes. Donc là, c'est l'oratoire de l'Immaculée Conception qui se trouve donc dans la rue Napoléon, qui est donc dans la partie basse de la ville. Et c'est un édifice qui effectivement fait vraiment, c'est un reflet de ce qui était l'espace religieux génois, avec bien sûr c'est cette image de l'hôtel majeur, avec donc son hôtel et son fronton donc interrompu qui est en style baroque, et surtout ce qui va vous étonner, vous interpeller, ce sont ces parois qui sont recouvertes donc de soieries, de velours avec cette couleur de rouge qui est assez profonde, des lampades, des lustres, voilà, c'est assez avec des décors très riches. D'ailleurs, c'est vraiment la première chose qu'on remarque dans cet oratoire de l'Immaculée Conception, mais aussi dans l'oratoire de Saint-Roch. Alors, on est dans la partie basse, donc je vous le répète, en partie basse, la partie où les Corses étaient vraiment présents et il y avait vraiment cette compétition pour avoir les plus beaux édifices. Là, vous avez un exemple de ce qui est donc ces hôtels majeurs qui étaient donc réalisés en général à Gênes et puis après donc transportés en Corse.
et qui font vraiment partie du monde artistique, hein, donc des sculpteurs et des orfèvres donc de Gênes. Voilà, ça c'est l'entrée, hein, on voit un petit peu qui a été modifié avec le temps. Hein, c'est pas d'origine, mais là encore l'utilisation du marbre de Carrare. Hein, on n'est pas très loin de la Toscane et bien sûr cette mosaïque qu'on retrouve sur le parvis de l'oratoire de l'Immaculée Conception. Alors là, on remonte sur la partie donc du quartier de Terranova, donc la partie haute de Bastia, parce que là on est devant un édifice qui a une histoire particulière. Alors je vais vous lire ce qui est écrit en effet sur ce fronton. D'abord, nous sommes donc sur l'oratoire de Santa Croce. On est vraiment juste à côté de l'église de Santa Maria, donc je vous ai montré la façade. Et figurez-vous, nous sommes là sur le sol de Saint-Jean de Latran. C'est-à-dire que cet oratoire a été donc construit. On est à la fin donc au début du XVIIe siècle et va être construit vraiment sur un endroit, une parcelle qui appartenait donc à Saint-Jean de Latran. Et on retrouve en effet cette inscription à l'entrée, hein, Bastia oratoire, donc Sacro Sancte, c'est l'église donc de Latran, qui parmi toutes les celles, donc les églises du monde, est bien sûr la plus importante. C'est un oratoire qui va être vraiment le symbole là, de cet attachement à l'église catholique. Hein. C'est un oratoire. D'ailleurs, c'est Prosper Mérimée aussi qui va en parler hein, dans son chapitre dédié au baroque. On est en 1931 devient donc monument historique. C'est un bâtiment. Je vais vous montrer les images d'un grand raffinement et voilà, regardez l'intérieur de l'oratoire de Santa Croce avec donc l'autel, avec cette annonciation et en particulier, regardez, je vous ai mis donc cette partie qui se trouve de chaque côté donc de l'autel majeur et où vous retrouvez bien sûr la tiare papale avec les clés de Saint-Pierre, vraiment symbole de cet attachement à l'église de Saint-Jean de Latran de Rome, voilà. Allez, on va passer quand même à notre ville impériale, hein, incontournable. Ça, c'est un autre moment très important de notre voyage. On va dédier une journée entière, une nuit, on passera une soirée aussi à Ajaccio, parce qu'il le faut. Bien sûr, je vous montre un petit peu le décor, hein, le paysage qu'on peut avoir sur la ville d'Ajaccio avec sa citadelle, citadelle qui a été donc réalisée. On donne une date, 1492. 1492 est juste la pose de la première pierre de cette citadelle qui après va évoluer avec le temps. Nous sommes dans le plus grand golfe de Corse, magnifique endroit, protégé où il y a un microclimat. C'est vraiment voilà déjà un lieu qui a vraiment de grande beauté au niveau donc naturel pour ses paysages, pour la ville et bien sûr son histoire. Alors il est clair que c'est une histoire, c'est une église qui a dédié, que son histoire est liée à cette période donc fin 18e, début 19e, hein, donc bien sûr liée à la famille Bonaparte, hein, qui ont fait par volonté de Napoléon Bonaparte, Ajaccio devient la capitale de la Corse. Hein. Et effectivement, bon, il faudra du temps hein, pour vraiment pouvoir rivaliser avec Bastia. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une ville très agréable. Alors là, vous avez la vue sur la préfecture d'Ajaccio, il se trouve sur le cours Napoléon. Bien sûr, toutes les rues, toutes les places sont dédiées à la famille Bonaparte et à leur sphère la plus proche. Hein. Et donc là, vous avez la préfecture de Corse qui se trouve, elle a été réalisée, construite au 19e siècle sur des jardins et jardins de la famille Negroni. Et encore aujourd'hui, vous avez encore quelques palmiers. Donc on est vraiment sur l'axe principal. Et puis la cathédrale d'Ajaccio. Alors cette photo vous permet de vous rendre compte qu'elle est vraiment située dans un quartier style génois, un quartier génois, donc très resserré avec des ruelles très étroites. Hein. Et cette cathédrale, dont la réalisation elle est de fin du XVIe siècle, eh bien elle avait remplacé une église beaucoup plus petite
qui probablement était plus cohérente avec l'espace urbanistique. Mais l'importance de pouvoir réaliser cette cathédrale, donc cathédrale dédiée donc à Notre-Dame de l'Ascension, qui est voilà, qui est vraiment un des symboles du centre historique d'Ajaccio. C'est une église qui a subi aussi des remaniements, des changements, mais effectivement c'est la première, par exemple, la construction de la première coupole en Corse, avec ses lanternons. C'est une église qui est importante. Voilà, on la voit de plus près, est importante déjà pour l'histoire d'Ajaccio, puisqu'à l'intérieur vous avez des chapelles qui rappellent vraiment l'histoire de la ville, mais bien entendu lien très fort avec Napoléon Bonaparte, qui a été baptisé dans cette église, dont je vous montrerai le baptistère, dans lequel sur lequel il a été baptisé, et cette plaque, la fameuse plaque qui rappelle en effet les dernières volontés de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, qui demande en effet de retourner sur sa terre natale. Bon, vous savez que ça n'a pas été le cas. Et donc, nous allons déambuler, nous allons vraiment se promener et s'approprier cette ville, voilà, à l'intérieur de la cathédrale, en particulier cet ensemble donc du maître-autel, qui est un don d'Élisa Bonaparte, une des sœurs donc de Napoléon Bonaparte, qui était donc devenue archiduchesse de Toscane et qui va donc, pour marquer les esprits, pour pouvoir participer à l'embellissement de la cathédrale, va faire le don de cet ensemble, voilà, avec ces colonnes salomoniques qui sont en marbre noir, marbre de Ponzevere. C'est une église qui a énormément de trompe-l'œil, on verra ensemble. Effectivement, l'histoire est assez torturée pour la construction et la réalisation de cette église, mais église très intéressante, vraiment, avec des chapelles. Chaque chapelle va rappeler une partie de l'histoire. La chapelle ici à gauche, la chapelle du Rosaire, toujours avec donc une partie de l'histoire de la bataille de Lépante, mais surtout ici, en premier temps, avant la construction de la chapelle impériale, eh bien c'était le lieu où étaient inhumés les parents de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire Maria Letizia Ramoldino et son époux, donc Carlo Maria Bonaparte, jusqu'au moment après, bien sûr, les cendres ont été translatées dans la chapelle palatine, chapelle impériale. Ici à droite, une autre chapelle très importante, très importante, surtout au cœur des Ajacciens, parce qu'elle rappelle en effet tout un épisode d'épidémie de peste qui avait eu lieu en 1656 et un serment fait par les sages de l'époque, c'est-à-dire ceux qui administraient la ville, de marquer tous les ans une fête pour la Vierge Marie. Et donc encore aujourd'hui, le 18 mars, vous avez des festivités très populaires, très fortes autour de cette chapelle. Quelques images de la maison Bonaparte, voilà, j'espère que nous aurons l'occasion d'aller la visiter. Elle se trouve vraiment dans le cœur de la ville, de la vieille ville d'Ajaccio, donc l'ancienne Strada Malerba, où ces familles, où ces enfants ont grandi. Je vous rappelle, c'est quand même une histoire extraordinaire, incroyable, d'une famille qui vit dans une ville qui est assez modeste et qui va se retrouver vraiment au plus haut position donc de la société. Là, vous avez donc cette inscription qui se trouve devant l'entrée, donc Napoléon est né dans cette maison, donc nous étions le 15 août 1769, et bien sûr quelques images de l'intérieur, des décors qui ont été à l'époque donc revus par Madame Mère, donc Madame Bonaparte Mère, et la fameuse salle donc de la carte de la Corse. En effet, tout commence par une visite déjà par le contexte historique de l'époque et qui est vraiment très intéressante par les éléments qui y sont. Et là, un autre endroit qu'on ne peut pas ne pas faire, j'ai vraiment une attention particulière, une préférence toute particulière pour moi, c'est le palais Fesch. Cardinal Fesch, Joseph Fesch, était donc le demi-frère de Laetitia Bonaparte, on va dire Laetitia Bonaparte, et c'est un personnage incroyable, un personnage méconnu, mal connu, qui a vraiment pendant très longtemps porté avec lui toute une image négative, et je peux vous assurer, j'espère de vous le prouver, que c'était un personnage certes
dans le cercle très restreint, très fermé des Bonaparte, mais qui était vraiment à l'ombre de son temps. Il va demander la réalisation de ce bâtiment il fait un bâtiment en 3 parties. Vous avez donc la bibliothèque qui est pour l'instant encore fermée. Vous avez le bâtiment principal qui aujourd'hui est le musée, le palais des Beaux-Arts d'Ajaccio. Et à droite, vous avez la vue sur la chapelle impériale, chapelle qu'il avait voulu, qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu la fin des travaux, hein, mais il voulait vraiment un lieu où tous les descendants de la famille Bonaparte puissent être inhumés sur leur volonté. Et donc aujourd'hui, vous avez vous avez une vue sur l'intérieur de la chapelle, voilà, avec ses peintures en grisaille, et la crypte qui se trouve donc dans le sous-sol. Et là, vous avez effectivement les différentes tombes. Je vous parlerai effectivement de tous ces personnages qui se trouvent à l'intérieur de ce lieu sacré. C'est un endroit qui est ouvert 2 fois par an, hein, des dates symboliques qui sont donc le 5 mai et le 15 août, hein, voilà, et qui rappelle bien sûr toute le style de l'époque, et surtout ce sont des moments très importants, solennels, hein, puisque les descendants de la famille Bonaparte s'y rendent pour participer donc à la messe et bien sûr à toutes les cérémonies qui sont organisées par la mairie. Et donc, dans ce palais Fesch, hein, lieu incroyable, alors la collection Fesch, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout dire, mais la collection Fesch est vraiment un moment très important des collections artistiques du 19e siècle, hein. Juste pour vous donner quelques informations, la collection Fesch va être une des plus importantes du 19e siècle. C'est une collection au début, très critiquée. Il y a eu beaucoup d'historiens, mais aussi des membres de la famille qui considéraient cette collection comme une collection d'un boulimique. Hein, c'est un terme qui avait été utilisé envers le cardinal Fesch. Et aujourd'hui, les historiens, en Italie aussi, partout, on a vraiment des éléments pour pouvoir comprendre quel était le critère de cette collection. Aujourd'hui, d'ailleurs, le musée reflète cette image, cette idée que le cardinal Fesch avait de ce qui devait être un musée, c'est-à-dire un moyen pédagogique pour instruire. Hein. Son premier projet était celui d'ouvrir une école d'instruction pour les jeunes Corses, hein, ce qu'il croyait beaucoup à l'art croyait en effet que l'instruction pouvait passer par des images artistiques, et donc il avait récolté, nous sommes en train de parler de 16 000 tableaux, pas forcément des grands maîtres connus de l'époque, hein, mais des maîtres et des thématiques qui pouvaient permettre effectivement de pouvoir instruire une jeunesse qui avait énormément besoin. Le cardinal Fesch a été le plus grand mécène de la ville d'Ajaccio, et pas simplement. Donc j'aurai moi l'occasion, hein, je fais des travaux sur le cardinal Fesch, c'était vraiment passionnant pour vous permettre. Ah, pardon, excusez-moi. Hop là. Ah, non, pardonnez-moi. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je suis sortie. Oh mince. Oh mince. Pardonnez-moi, j'ai eu un instant, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je reviens juste en arrière. Je vais être un peu plus prudente sur mes gestes. Excusez-moi. Voilà, donc je vous propose juste quelques tableaux, hein, qui sont dans le musée, que nous verrons ensemble. En effet, le musée s'organise un peu comme un palais italien, et surtout une visite chronologique. Hein, voilà. Après donc une salle dédiée aux primitifs italiens, eh bien on arrive dans la salle florentine où nous avons, parmi les différentes œuvres, bien sûr, 2 tableaux vraiment qui sont l'image, hein, de ce qui était donc la période 15e, 16e, avec ce Giovanni Bellini, hein, qui est donc cette Vierge à l'enfant, qui a été, figurez-vous, volé. Hein, on est au début des années 2000. Là, il avait été volé
des questions de problèmes de personnel a été volé, qui a été retrouvé. Et donc aujourd'hui, bien sûr, se trouve dans le musée d'Ajaccio. C'est une œuvre donc de Giovanni Bellini. C'est une œuvre, vous voyez, avec des couleurs qui sont très très chaudes. Et surtout, c'est une œuvre qui est vraiment une transition, voilà, entre une première phase donc de Giovanni Bellini qui est plutôt tournée vers ce qui était le monde byzantin avec cette présence encore sur ce fond doré, hein, qui est vraiment le caractéristique de cet art. Et puis bien sûr, on voit à travers l'image avec les regards, en particulier de l'enfant, hein, qui tente d'attirer l'attention de sa maman en prenant donc en tentant d'attraper son visage. Et c'est vraiment une œuvre qui reflète effectivement ce qui était la Venise de l'époque. Et puis bien sûr à droite vous avez donc cette œuvre de jeunesse de Sandro Botticelli, la Vierge de l'enfant soutenue par un ange, hein, et c'est une œuvre de jeunesse ainsi considérée par donc les experts, hein, on va dire comme ça. On ressent effectivement dans cette œuvre, d'ailleurs, qui avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette très belle exposition qui avait eu lieu au musée Jacquemart il y a quelques années sur donc le Botticelli, qui avait eu un énorme succès. On ressent en effet cette proximité avec ce qui avait été son maître, hein, Filippo Lippi. Voilà, et donc il emprunte un petit peu à cette image de l'ange, hein, vous savez, cette œuvre de Filippo Lippi qui se trouve aujourd'hui aux offices hein, de Florence. Et en même temps, voilà, on sait qu'il a été influencé aussi par d'autres grands maîtres. Et voilà, de façon très rapide, parce que je sens que je suis en train de prendre trop de temps. Nous avons ici donc la partie donc dédiée aux natures mortes, toujours du musée Fesch, hein, avec une des plus grandes collections privées de natures mortes en France. Hein. La partie dédiée au Caravagesque, donc c'est-à-dire l'école napolitaine dans un sens large. Hein, l'école napolitaine, elle n'entend pas que la ville de Naples, hein, c'est vraiment le sud de l'Italie, avec des grands maîtres. Entre autres Luca Giordano, je vous rappelle encore là une expo d'il y a quelques années au Petit Palais, hein, où nous avions effectivement les deux œuvres hein, de ce peintre napolitain, très influencé par le Caravage, mais aussi par le Ribert, hein, en ce moment à Paris. Voilà, regardez celui-là. Carlo Sellito, voilà, on parle Carlo Sellito, Mattia Preti, qui font partie hein, de cet ensemble d'artistes qui ont vraiment marqué l'histoire de la Naples, du Seicento, ouais, donc qui font partie, cette toute première partie de ce siècle hein, qui est dédiée donc au naturalisme. Et puis, bien sûr, dans le même bâtiment, au rez-de-chaussée, nous irons voir la collection napoléonienne. Figurez-vous que le musée Fesch est victime un petit peu de son succès, puisque énormément de personnes, vous savez encore que dans le monde entier, énormément de personnes sont passionnées par les objets, le moindre objet qui a pu appartenir à cette sphère napoléonienne. Et donc, régulièrement, le musée Fesch est sollicité pour recevoir des objets. Donc, il y a aussi un projet d'un grand musée napoléonien qui sera dans les locaux de la mairie, mais pour l'instant tout le premier étage est dédié donc aux œuvres. Donc on a des tableaux, bien sûr, des œuvres. Il y a toute la partie liturgique, bien entendu, réservée au cardinal Fesch, et aussi la salle donc Napoléon III. Voilà, vous avez plusieurs. Voilà, et puis nous allons sur des sujets peut-être plus légers, mais aussi important pour comprendre aussi des traditions qui sont ancestrales. Et là, je vous emmène dans les montagnes corses. Voilà, là nous avons cette image d'un troupeau de chèvres, hein, parce que imaginez-vous que au-delà de la partie culturelle, des édifices religieux, des musées, eh bien entre deux, nous aurons à traverser des territoires où vraiment on retrouve encore hein, l'empreinte est très forte de ces traditions du pastoralisme. Alors bien sûr, hein, ces chèvres hein, qu'on aura l'occasion de croiser sur les chemins corses, dans les montagnes, bien sûr, et bien sûr des produits qui sont vraiment d'une
qui sont faits encore, voilà, avec des techniques anciennes, malgré voilà, toutes les mesures sanitaires dont aujourd'hui il faut tenir compte. Le broch en particulier, je pense que c'est un mot que vous devez peut-être connaître, c'est ce que moi j'appelle la chantilly du fromage corse, qui est très, qu'on mange surtout en hiver, hein, mais on le retrouve. Voilà, la partie bien sûr de l'élevage porcin qui est très important en Corse, avec une production très importante, des fois même pas suffisante pour pouvoir répondre donc à la demande. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de pouvoir déguster ces produits selon donc les moments de l'année. Donc voilà, je vous ai un petit peu voilà, avec la race du porc Cunustral, qui est donc le cochon de Corse, le cochon noir, qui vit en partie en liberté, on peut le dire. Il est sur les routes et donc il se nourrit de tout ce qu'il peut trouver comme des glandes, des châtaignes, et bien sûr avec une alimentation après donnée par les éleveurs. Les oliviers, bien sûr, ça c'est un autre aspect des traditions culinaires de Corse, lié à la gastronomie forcément. Et donc là, je vous ai mis voilà les oliviers de Murat. On aura l'occasion de les voir aussi quand nous irons visiter l'église. Et bien sûr, voilà, ça ce sont des meules à huile d'une exploitation qui se trouve sur Sartène aussi, qui est très intéressant. J'espère pouvoir vous la montrer. On aura l'occasion d'échanger aussi avec donc ces auteurs de tout ce qui est vraiment à la base de la gastronomie. Là, je vous ai donné peut-être envie, peut-être pas l'heure pour parler de gastronomie, mais effectivement, vous avez là une richesse vraiment sur la gastronomie, bien sûr, avec que des produits qui sont liés au terroir, et voilà, là, bien sûr, la partie d'élevage bovin, qui est très importante aussi en Corse, qui est vraiment, qui se développe très bien, en particulier avec un veau tigré, qui est très demandé par une certaine clientèle. Et bien sûr, fruits et saisons, nous allons parcourir la partie orientale de l'île, donc on aura l'occasion de voir vraiment ces étendues qui sont en partie, bien sûr, spécifiquement réservées à la clémentine, à la fameuse clémentine, mais aussi à toutes sortes de légumes, des agrumes en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu certains de ces agrumes, comme cette manne de Bouddha, le citron caviar, je vous montrerai un petit peu. C'est ça, c'est vraiment la Corse, oui, devient vraiment un lieu laboratoire, un laboratoire important pour le développement de ce type de vin. Voilà, bien sûr, le châtaignier, autour de le châtaignier, vous avez toute une partie de l'histoire de la Corse. Le fruit à pain a été considéré comme le fruit à pain pendant très longtemps. Les autorités génoises empêchaient les Corses d'utiliser le blé, qui était largement produit sur les plaines en Corse, parce qu'il fallait l'exporter, entre guillemets, vers Gênes, parce que Gênes n'avait pas d'arrière-pays pour pouvoir produire ce qui était la base de l'alimentation. Et donc, ils obligeaient la population corse à utiliser la châtaigne comme base de l'alimentation, et ceci pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est devenu un produit de luxe. Et voilà, là, j'ai juste mis une petite image de la Castaniche. C'est un territoire de vie très grand, très intéressant. Là, nous sommes sur le petit village de Piedoriza. C'est le schiste qui prédomine, donc toutes ces vraiment petites maisons. Et bien sûr, le séchage de la châtaigne qui, encore aujourd'hui, est fait de façon manuelle. Les vignobles, tout à l'heure, je vous ai parlé de patrimoine. Voilà, regardez ici, donc on n'est pas très loin de Murat. On est à 2 pas de Saint-Florent, on est dans le golfe de Saint-Florent, et donc les vignobles de Corse. Je vous propose cette carte pour vous montrer vraiment les zones les plus importantes de là où se trouvent les AOC de Corse. Donc bien sûr patrimoine, Calvi, donc la Balagne, bien sûr toute la partie de Ajaccio et la grande partie de la côte orientale, bien sûr, qui a là aussi lié à l'histoire sociétale de la Corse. Donc voilà, avec les petits. Et donc nous arrivons à un autre patrimoine culturel immatériel que vous connaissez, je sais que vous connaissez bien, et nous aurons l'occasion effectivement d'assister à un concert donc de chant corse, bien sûr la polyphonie. Je vous parlerai de tout ce qui est l'origine vraiment de ce patrimoine, de ce chant en effet qui à l'origine est simplement un moyen de communication entre les bergers qui se retrouvaient assez loin
loin. Et donc, toute une technique de chant qui n'existe pas simplement en Corse. Vous avez d'autres régions où il existe, mais c'est vrai que, et surtout lié à la langue corse. La langue corse qui, pendant très longtemps, a été la langue de l'oralité, la langue par laquelle la transmission s'est faite oralement, parce que la langue corse, elle commence à être écrite, structurée, vraiment à partir de la deuxième partie du 19e siècle, donc encore là lié à tout un aspect politique, que la Corse va vivre avec le grand changement entre la partie génoise, la partie française. Mais là, voilà, on aura, je vous promets de vous parler. Bien sûr, je vous promets surtout des échanges autour de cette thématique qui est très intéressante à comprendre comment la langue a évolué, comment aujourd'hui cette langue corse très ancienne, plus ancienne que les langues latines. Aujourd'hui, les historiens ont des éléments pour pouvoir le prouver. Et bien sûr, les instruments de musique, les instruments de musique qui sont vraiment encore existants, comme la chaitera, la pirola. Ce sont des instruments, encore aujourd'hui, vous avez des passionnés qui vous font des démonstrations de l'utilisation de ces... Alors là, je vous ai juste mis, peut-être, voilà, ça peut vous interpeller, le Uriaquisto, Dio vi salvi regina, morta lingua, mortu populo. Ce sont des phrases qui parlent énormément. L'Uriaquisto, en effet, c'est un mouvement qui va se créer autour des années 70 pour se réapproprier la langue, la culture, et donc c'est à partir de là qu'il y a vraiment l'organisation, on va dire comme ça. Il y a surtout une analyse et une réflexion sur l'évolution de la langue corse. Dio vi salvi regina, c'est l'hymne corse, une hymne corse, je devrais dire, parce que c'est une hymne religieuse qui aujourd'hui, bien sûr, aussi utilisée côté politique. Et morta lingua, mortu populo, je pense que vous comprenez, si la langue meurt, le peuple meurt. Donc, sans la langue corse, le peuple corse se sentirait démuni de quelque chose de très important. Et ce sont plein de thématiques que nous allons développer ensemble. J'aurai le plaisir de vous accompagner sur une partie de ces voyages. Donc, voilà, j'ai juste voilà, là, regardez, on fait juste un petit focus. Je pense qu'on est dans les temps. Un peu en retard, mais c'est pas grave. Allez, je suis. Voilà, là vous avez un petit peu le descriptif des 2 propositions de voyage par intermède. Donc vous avez la Corse Grand Tour de l'île de Beauté, donc un circuit avec en des conditions vraiment très intéressantes, très confortable, je dirais. En général, ce sont des petits groupes, donc avec une équipe, donc moi ou une de mes collègues, Isabelle Flores, avec qui je travaille énormément et qui nous avons la même façon de travailler. Donc voilà, moi je serai sur le voyage du 17 au 23 juin 2025, donc Isabelle prendra le relais. Et effectivement, voilà, vous avez les points forts, bien sûr, le chant, un concert de chant polyphonique, la dégustation des spécialités, la collection des peintures de musée Fesch, mais je voudrais dire tant de choses, tant d'autres choses. Là, vous avez un petit peu le parcours, voilà, que nous allons donc réaliser ensemble. On aura vraiment sous les axes principaux. On passera bien sûr par Corté, Ajaccio, la côte ouest, Bastia. C'est vraiment les points très emblématiques de la Corse. Et bien sûr, la croisière. Croisière, c'est une autre façon de visiter la Corse. Je vous laisserai après le loisir de le choisir. Et là aussi, 3 départs. Donc, j'ai le plaisir de partager ce produit, bien sûr, avec François Michel, que vous devez connaître énormément, même bien avant moi. Voilà, donc je suis toute nouvelle pour cette aventure des croisières que j'ai déjà réalisée l'année dernière. Et donc, effectivement, là encore, on a la découverte des îles Lavezzi, donc à Bonifacio, comme je vous le disais, sur le cimetière de la Sémillante, les aiguilles de Babel, la citadelle de Bastia. Et là, nous aurons un concert de polyphonie, des dégustations, bien sûr, et ce bateau, la Belle des Océans. Je vous assure que c'est vraiment un régal. Moi qui avais un peu de voilà, j'étais pas très hâte, mais sincèrement, c'est vraiment très bien. Un personnel aux petits soins, vraiment un choix de prestations qui est vraiment très, très bien. Alors, je vois qu'il y a des questions. Bonjour, je vais vite. Marie-Élise, ok. Oui, donc je vous ai dit que littéraire romanico, et vous pouvez le trouver, vous regardez sur Internet. Merci Monique, c'est très gentil à vous. C'est pas évident, parce que je suis une grande bavarde. Très bien. Merci. Mais je vous remercie. Merci beaucoup à vous.
de m'avoir donné cette occasion de vous présenter cette île. Vous avez bien compris, ce n'est pas mon île, hein, je suis italienne, napolitaine, mais cette île, mais voilà, c'est mon cœur et j'ai vraiment le plaisir de voyager et de pouvoir vraiment vous donner, j'espère pouvoir partager avec vous ces sensations et ces sentiments que j'ai pour cette île qui est vraiment très intéressante, très étonnante. C'est un émerveillement. Merci beaucoup, Concetta. Merci, c'était c'était superbe. C'est vrai que ça donne envie de partir en Corse Oui, oui. avec vous, avec Intermed, que ce soit en croisière ou en terrestre. Ah, Isabelle, Euh, Elisabeth te dit, je trouve le circuit un peu court pour tout ce qui a visité. Non, non, je vous en vous assure, pensez, Concetta? c'est bien fait, c'est bien pensé, bien structuré. Je pense qu'on nous avons le temps pour vraiment prendre, pour pouvoir s'arrêter et focaliser sur certains aspects. Non, non, ce que je vous ai montré, c'est effectivement ce que nous allons faire et je vous assure, il n'y a pas de stress. Nous sommes encore ça, pas de stress. Super. Bon, bah, écoutez, Concetta, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va terminer la conférence en vous remerciant beaucoup Merci, et chaleureusement pour cette super présentation, en merci. remerciant également nos auditeurs et en leur donnant rendez-vous pour la prochaine conférence. Je crois que ce sera, je suis en train de regarder, début décembre, le 3 décembre, avec Didier Combeau, les grandes villes de la côte est américaine, Boston, New York, Philadelphie et Washington. Un autre sujet. Un autre sujet, effectivement. Au revoir à tous, merci à tous, à très bientôt. Merci Béatrice, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.